Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de johandev.co. Alors logiquement, il est samedi, il est 9 heures du matin, vous venez de vous réveiller, vous avez bu votre café, vous avez votre tasse de thé à la main et on est parti pour une nouvelle vidéo de cette série de vidéos où on suit un projet Symfony de A jusqu'à Z et aujourd'hui, on en est déjà au 8e épisode. Et dans ce 8e épisode, eh bien, on a pas mal de petites choses intéressantes à faire. Et rappelez-vous, pour ce projet, on fonctionne avec ce tableau de bord Trello qui nous permet d'organiser notre projet. Et donc aujourd'hui, nous avons 3 petites tâches à faire ensemble aujourd'hui. Mais avant de commencer, vous connaissez un petit peu la chanson. Eh bien, vous pouvez déjà mettre votre petit pouce bleu parce que comme ça, vous n'oubliez pas après. Non, vous n'êtes pas obligé. En vrai, vous faites exactement comme vous le souhaitez. Si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer les notifications. Et puis si c'est la première fois que vous regardez un épisode de cette série, je mettrai hop tout en haut, là-haut, 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 une petite fiche vers la playlist de ce projet. Comme ça, vous pouvez avoir toutes les vidéos du projet. Pour le moment, on en est à 8, mais on ne sait pas encore jusqu'à où on va aller. En tout cas, on va accompagner ce projet qui est un vrai projet, qui est une vraie commande et qui est un projet qui va vraiment arriver jusqu'à la production. Donc, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est un vrai projet auquel on s'intéresse aujourd'hui. Allez, je vais passer en plein écran et on va pouvoir comme ça commencer à travailler aujourd'hui. Et je vous propose que l'on s'intéresse à la partie connaître les détails d'une œuvre. Et on va aller ouvrir notre code. Hop, il est ici, on est dans le bon répertoire. Première chose que l'on va faire, on va démarrer les services associés. Je vais baisser un peu le micro. Voilà, on va démarrer tout l'environnement de développement. Donc on avait dockerisé une partie de l'environnement. Donc on va faire un docker compose up-d pour démarrer notamment la base de données et le petit webmail. Vous allez voir aujourd'hui qui va nous être intéressant. Et on va démarrer également le composant Symfony Serve-D, qui est le petit serveur interne de Symfony, on va dire. Là, c'est le client, enfin c'est la CLI de Symfony qui veut se mettre à jour. On va pas le faire maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est serve-d, mais il y avait un petit espace. Voilà, et il nous l'a ouvert sur le port 8002. Donc on va ouvrir le site là où on l'avait laissé la dernière fois. Donc on a notre page d'accueil. On a nos réalisations qui s'affichent bien, mais pour le moment, on ne peut pas aller voir le détail d'une réalisation. On a la page actualité, mais pareil, on ne peut pas voir le détail des actualités. Donc c'est ça qui va nous intéresser un moment aujourd'hui. On a le portfolio par catégorie. Ça, rappelez-vous, ça fonctionnait bien. Donc là, on avait un portfolio, il n'y avait pas d'image, mais là, il y en a une. Si on clique dessus, on a bien l'image en grand. On a également un lien portfolio ici qui nous affiche toutes les catégories. Donc ça fonctionne. On avait aussi une page à propos. Et on a la page Me contacter qui pour le moment n'existe pas. Donc aujourd'hui, on va aller combler un petit peu les derniers éléments qui nous manquent pour la partie frontale. Il nous restera encore 2-3 petites choses à faire, mais on aura fait le plus gros du travail. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on faisait le détail d'une œuvre. Allez, on va ouvrir le code dans Visual Studio Code. Hop. Et on va commencer à travailler sur notre petite feature. Hop. Donc comme d'habitude, première chose, on prend l'habitude de bien travailler. On va se créer une petite branche dédiée à cette fonctionnalité qu'on veut créer, qui va donc s'appeler feature. Et on va l'appeler détail-œuvre. Parfait. Et on va valider. Comme ça, on crée notre branche. Tout va bien. J'essaie de positionner un peu ce micro. Il m'embête aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant, on va vouloir créer un contrôleur qui va nous intéresser, puisque ce contrôleur va être celui qui va afficher les réalisations. Donc on va retourner dans la ligne de commande et on va faire un Symfony console make contrôleur et on va valider comme ça. Alors contrôleur, ça va pas le faire. C'est contrôleur, ok. Et comment est-ce qu'on va appeler ce contrôleur? On va l'appeler tout simplement réalisation. Et on fait entrer. Parfait.
Et on peut aller voir dans notre code ce que ça donne. Donc ça nous a bien créé un contrôleur qui s'appelle réalisation. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir fait comme ça? Je suis en train de réfléchir parce qu'on avait déjà un contrôleur pour les peintures. Est-ce que ça vaut le coup d'en créer un autre? Je pense qu'on va pas en créer un autre. Regardez, on va supprimer ça. Vous voyez, c'est du réel, hein. Je réfléchis en même temps que je tourne la vidéo. Alors je prépare certaines choses et puis il y a d'autres choses que je ne prépare pas. Donc là, on va le mettre dans peinture. Après tout, il y avait déjà le chemin réalisation, donc on va pas se créer un autre contrôleur supplémentaire. C'est pas nécessaire, surtout qu'on manipule les mêmes choses. Donc autant rester là où on est. Donc on va juste se créer une autre route. Donc là, j'avais préparé le petit bout de code. On va le copier-coller ensemble et on va le commenter comme d'habitude. Alors. Donc là, on se crée une petite route qui va être réalisation au pluriel /slug. Et vous allez voir que ce slug, c'est le slug d'une peinture. Et rappelez-vous, si on va dans l'entité peinture, on voit bien que l'entité peinture a bien un champ slug. Donc avec Symfony, quand on lui dit ici, tu t'attends à trouver un slug, et il faut lui dire le slug de quoi? Eh bien, dans la déclaration de la fonction, on lui dit un slug de peinture. Et de cette façon-là, on va récupérer automatiquement un objet peinture. Et l'objet peinture, lequel? Celui qui correspond à ce slug-là. Donc là, c'est vraiment super pratique. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on envoie cet objet peinture à la vue, à une vue twig qui va s'appeler détail.html.twig et on lui envoie tous les éléments de cet objet peinture. Donc on va aller tout de suite se créer le petit template qui va bien. On va le mettre dans peinture ici et je vais aller faire comme d'habitude le copier-coller parce que l'idée c'est que vous compreniez les grands concepts et pas qu'on aille forcément ligne de code par ligne de code, sinon c'est une série qui va finir par faire 200 heures et qui sera impossible à tourner et impossible à regarder, d'autant plus que mon client, lui, il attend qu'on lui livre le site internet. Donc, voilà, il ne faut pas non plus patienter plus que ça. Donc là, je vous ai copié le petit template du détail que j'ai préparé. Vous allez voir qu'il est très simple. Alors, on pourrait faire l'essai. Pour ça, il faudrait qu'on connaisse un slug. Donc là, deux possibilités. Soit on essaye d'aller chercher un slug en base de données, soit on va aller tout de suite à l'étape d'après. On va se générer un petit lien vers les détails à la fois sur la page réalisation, donc celle qui, je vous montre, je rappelle peut-être. Donc la page réalisation qui est celle-ci, qui va afficher toutes les dernières réalisations avec la pagination qu'on avait mis en place précédemment. Donc on va simplement faire en sorte que là, le lien soit cliquable sur la carte, tout simplement. Donc on va aller ouvrir la template en question. Hop, il est là. Peinture, réalisation. Et c'est ici, dans les liens, ici, qu'on va le customiser pour lui dire que tu dois aller chercher le slug qui va bien. Donc là, pareil, on va gagner un petit peu de temps. Hop, et on va le copier-coller. Donc là, on utilise la fonction pass qui va avec Twig. On lui dit que tu veux aller à la route réalisation underscore détail. C'est le nom qu'on a donné ici à notre nouvelle route. Et on lui passe le paramètre qu'il attend, le slug. Rappelez-vous dans l'URL, le slug, il est ici. Je vais zoomer un petit peu, voilà. Peut-être un peu trop quand même, voilà. Et ensuite, on lui dit, le slug en question, c'est celui de la peinture. Là, on avait une petite boucle qui permettait d'afficher une peinture. Et on lui dit, tu lui passes le slug de la peinture en cours. Alors, le lien en question, il est à plusieurs endroits de la carte. On pourrait faire mieux, mais là, franchement, on va aller à l'essentiel. On va se recopier ça 3 fois, tant pis. C'est pas beau, mais on le fait quand même. Voilà. Et donc là, logiquement, si je réactualise ma page, vous allez voir que cette fois-ci, il y a les cartes qui sont cliquables. Et là, on tombe tout de suite sur une page qui présente une œuvre. Et donc là, vous voyez, je réaffiche l'œuvre en grand, on reprend son titre, la catégorie, la petite description et les quelques informations, date de réalisation, largeur, hauteur. Et je vais vous montrer dans le template, ce que j'ai préparé aussi, c'est que si jamais
La peinture est en vente. Hop, c'est ici dans détail. Si la peinture est en vente, alors on affiche disponible à la vente et on met le prix de la peinture en question. On va essayer d'en ouvrir une autre si on a un peu de chance. Raté. Voilà, disponible à la vente et on a le prix. Alors là, c'est tout à fait fictif. Le prix de l'œuvre en question. Il n'y a pas de bouton acheter. L'idée, c'est pas de faire une boutique en ligne. C'est simplement un titre indicatif. Parce que s'il doit y avoir des ventes, ça ne sera pas un système de vente automatisé, ça sera vraiment après un contact directement avec le peintre qui souhaite vraiment avoir une relation avec les personnes qui sont intéressées par ces toiles et pas faire quelque chose, c'est pas Amazon quoi. Donc là l'idée c'est qu'il y ait une discussion aussi avec la personne qui achète l'œuvre, puisque là pour le coup voilà c'est un échange qui doit se faire entre la personne intéressée et l'artiste. Donc c'est pour ça que on ne mettra pas en place une partie panier, achat, etc. sur ce site. Il faut qu'on mette aussi à jour la page d'accueil ici, puisque de la même façon, on réaffichait les 3 dernières réalisations, et là pour le moment, elles ne sont pas cliquables. Donc on va faire exactement le même procédé, donc c'était sur la home page, réalisation, et il y a un petit peu le même principe, il faut juste retrouver le lien en question. Où est-ce qu'il va être caché ce lien? Est-ce que j'ai ouvert le bon? Ouais. Réalisation, on est bon. Il est où le href? Il est là. Et on colle, c'est le même lien, parce que la boucle, c'était une boucle sur peinture aussi. Je regarde s'il n'y a pas une deuxième fois le lien. Cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il n'est qu'une seule fois. On actualise, et là, voilà, je fais un petit F5, et là, eh bien, si je clique... Ah non, j'ai pas mis au bon endroit. Ah, il y a un autre lien, vous voyez. Il doit y avoir un autre href caché quelque part qui m'a échappé. Hop. Dans ces cas-là, on fait un petit CTRL F. Voilà, il était caché là. C'est normal que je ne puisse pas le voir. Hop. Et donc, si je réactualise ici, cette fois-ci, voilà, c'est bon. Et si je clique, eh bien, je tombe sur la même page de détail, hein, comme tout à l'heure. Donc là, bien, voilà, hein, il n'y avait pas grand-chose à faire pour cette partie-là. Qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse? Ben, simplement, on va aller, hop, sur notre petit contrôleur, ici, le peinture contrôleur, on va simplement vérifier qu'il soit conforme au PHP CS. On va faire un petit PHP CS fixer diff. Il va nous dire il n'y a rien du tout, donc on est conforme. Donc eh bien, on va faire comme d'habitude maintenant. On va se faire un petit commit, une petite merge request et une petite mise à jour de notre carte Trello. Allez, on ajoute tout ça. Et ajout de la page détail d'une réalisation. Voilà, parfait. Hop, et on va pusher ça sur le dépôt distant, publier la branche, parce qu'on ne l'avait jamais publié sur le GitLab. Et là, je suis en train d'envoyer l'œuvre la modif, pardon, sur le GitLab. Et on va d'ailleurs ouvrir GitLab, hein, parce que c'est un petit peu notre centre de contrôle de ce qui se passe dans notre code. Donc c'est toujours important d'être bien à jour sur notre dépôt GitLab. Donc on va aller s'y connecter tout de suite. Le dépôt c'est celui-ci. On va aller voir tout de suite la pipeline d'intégration continue, voir si elle s'est bien déclenchée. Voilà. Elle s'est bien déclenchée. J'aurais dû vérifier que j'avais bien écrit dans mon commit parce que là c'est ajout de la page en un seul mot, c'est pas grave. On va pas s'embêter. Donc comme d'habitude, une petite merge request. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que la pipeline n'est pas terminée, mais on peut quand même faire la merge request et vous allez voir, hein, on peut lui dire tu ne feras vraiment la merge request que lorsque la pipeline aura réussi. Donc là, on choisit notre branche feature, détail, œuvre et on l'envoie où? Eh bien, on l'envoie dans la branche master. On va faire comparer les branches. Là, on va, pour le coup, corriger un petit peu ce qu'on avait écrit qui n'était pas vraiment bien écrit. Et comme d'habitude, on essaye de documenter légèrement notre merge request pour qu'on ait comme ça un historique qui soit relativement clair. Donc la première chose qu'on a fait, c'est création de la page de détail d'une œuvre. Voilà, on a fait quoi? On a fait une mise à jour de la page d'accueil.
Et on a fait une mise à jour de la page des réalisations. Voilà, réalisation. Parfait. Comme ça, on a un petit peu d'informations dans nos merge requests. Je me la signe et je soumets la merge request. Donc là, la pipeline est toujours en cours. On peut voir tous les différents changements qu'on a opérés. Ils ne sont pas très nombreux. Donc on va approuver la merge request. Et vous voyez, ici, il y a l'option de dire, eh bien, le merge n'aura lieu que lorsque la pipeline sera un succès. Donc on va se faire ça. Comme ça, si jamais il y a un problème dans la pipeline, on saura la merge request ne va pas avoir lieu et on pourra venir corriger un petit peu ce qu'il va se passer. Alors d'ailleurs, on peut aller jeter toujours un petit coup d'œil à notre merge request, voir où est-ce qu'elle en est. Oui, il ne reste plus que la dernière partie. Donc on peut aller, hop, dire que cette petite carte est terminée. Comme d'habitude, on va lier notre carte à une merge request. Hop. Donc la merge request, celle qu'on vient de créer, évidemment. Ajout de la page de détail d'une réalisation. Donc on la sélectionne, comme ça au moins on sait que cette carte a été traitée dans cette merge request précise. Ça c'est vraiment super pratique. Et on va pouvoir commencer à s'occuper de l'autre partie. Ça va être vraiment le même délire sur la partie actualité. Donc on va devoir faire la même chose. Alors, notre pipeline en est où? J'aimerais juste vous montrer ce qui se passe quand c'est terminé au niveau de la merge request, en fait, tout simplement. Donc, on va devoir patienter le temps que cette pipeline se termine. Ah oui, forcément, la première n'était pas terminée et il y a la deuxième qui se lance. Bon, écoutez, on ne va pas s'embêter. Ceci dit, on est obligé de patienter un petit peu puisque ce que j'aimerais faire ensuite, c'est ici changer de branche, revenir sur master, récupérer la version de master dans lequel aura été intégrée notre petite modification avant de passer à la suite. Donc on n'a pas trop le choix que d'attendre, c'est pas grave. Vous savez ce que je vais faire, je vais mettre la pause. Et dès que la merge request est faite, puisque la pipeline aura abouti, je vous reprends. Donc pour vous, ça va vous prendre juste un claquement de doigts. Et pour moi, je vais attendre 2-3 minutes. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est mergé. Vous voyez ici que ça a bien été mergé, donc il n'y a pas de souci. Allez, on peut passer à la suite. Donc comme je disais, je vais faire un git checkout pour revenir sur la branche master localement sur mon poste. Je vais faire un git pull pour récupérer la nouvelle version de master avec ce qui a été intégré dedans. Donc là, on devrait voir les fichiers qu'on a modifiés à l'instant. Parfait. Et on va faire un petit nettoyage de branche, git branche-d, et c'était la branche feature détail œuvre. On va la supprimer localement, il n'y a plus de raison qu'elle existe sur mon poste. Impeccable. Et on va passer à la deuxième petite partie qui nous intéresse aujourd'hui. On est là, on va se créer une nouvelle branche. On aurait peut-être pu d'ailleurs faire les deux dans la même branche, mais c'est pas grave. On va se créer une nouvelle branche qu'on va appeler feature/détail. Et c'est quoi? Détail de actu. Voilà. Et on va faire pareil que tout à l'heure. On va aller ouvrir le contrôleur actuel. Hop, src contrôleur, le contrôleur des blocs posts qui est ici. Et on va faire le même principe avec le slug que l'on a eu tout à l'heure sur les articles. Donc je vais récupérer ça dans ce que j'ai préparé. Le bloc post, il est là. Hop, je le copie-colle. Et comme ça, hop, je peux vous montrer ça rapidement. Voilà, donc on se crée une petite route qui va s'appeler actualité/slug. Son petit nom, c'est actualité_détail. Avec le slug, il récupère quoi? Il récupère un objet de type blog post. Et ensuite, on envoie tout simplement ce blog post où? Eh bien, à la vue blog post/détail.html.twig. Il nous faut donc créer cette fameuse vue qui n'existe, ce fameux fichier twig qui n'existe pas pour le moment. Donc on va aller tout de suite dans Templates, dans Blog Posts, et je vais faire comme d'hab, je vais récupérer le petit fichier que je vous ai préparé pour un peu plus de fluidité. Blog Post, il est où mon petit Blog Post? Template, Blog Post, détail. Et je vais le coller ici. Voilà.
et je vous le montre, il est super simple, hein. Simplement, qu'est-ce qu'on récupère? Le titre du blog, enfin de l'article, la date de publication et le contenu. Rappelez-vous, la demande du client, c'est d'avoir des posts très simples, pas de mise en page particulière, pas d'image, rien du tout, juste un titre, une date, du contenu, juste pour dire j'expose ici ou là, ou je travaille sur telle ou telle chose en ce moment, mais vraiment l'idée c'était de rester très 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 simple. Donc, eh bien, on a collé au besoin. On pourra peut-être aller plus loin si à l'usage, il se rend compte qu'il a besoin peut-être d'une mise en page un peu plus sophistiquée, etc. etc. Donc peut-être qu'à l'avenir, cette partie-là évoluera, mais en tout cas, dans cette première version qu'on fait ensemble, on va rester très simple et très basique. Donc comme tout à l'heure, il faut qu'on mette à jour les différentes autres pages pour faire les liens vers ces fameux articles, notamment sur la page actualité, celle qui recense toutes les actualités, celle-ci. Donc il faut qu'on mette à jour le lien de la même façon que tout à l'heure. Donc là, je vais le copier-coller. Donc on lui fait un lien vers la page, enfin la route actualité détail qui attend un paramètre slug. Et nous, on récupère, eh bien, dans le blog post, on récupère quoi? Le slug, tout simplement. Donc là, il y est 2 fois, on va le mettre 2 fois. Je crois qu'il n'y a que à 2 endroits où est présent ce lien, parfait. On va aller voir tout de suite sur le site ce que ça donne quand on va dans Actualité. Désormais, si on clique sur une actualité, on a bien accès aux détails d'une actualité. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper basique. Le titre, la date, le texte. On ne peut pas faire plus simple. Honnêtement, j'ai rarement vu plus simple, hein. Si on aurait pu enlever la date, mais voilà. Donc là, on est vraiment sur un truc très minimaliste, mais c'est ce qui avait été demandé. Et il faut qu'on fasse la même chose sur la page d'actualité ici, sur la page d'accueil, pardon, pour que le lien ici fonctionne pour les 3 petites cartes. Donc on va aller faire ça tout de suite. Où est mon Visual Studio Code? Il est là. Hop, on retourne sur la home page, blog post, et là, eh bien, ça va être très simple. Il faut juste qu'on retrouve les petits liens. Il y en a un ici. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je crois pas. Si, il y en a un autre ici. Et on le met aussi. Et on va actualiser notre page d'accueil. Et vous voyez que ça y est, tous les liens sont cliquables et nous amènent vers les articles. Et on a fini aussi cette petite carte ici. Donc, il nous reste à faire quoi? Bien, comme d'habitude, vous commencez, je pense, maintenant à connaître le workflow. On va faire un commit, ajout de la page de détail d'un blog post. Voilà. Et on va publier la branche, mais on va faire ça comme si on faisait un push en fait, hein, mais quand c'est le premier sur une branche, on fait publier la branche, on choisit le dépôt distant. Et comme d'habitude, hop, ça va arriver automatiquement et lancer une pipeline d'intégration continue. Donc là, comme tout à l'heure, on ne va pas attendre, on va faire merge request, new merge request. On va choisir notre branche feature détail actu. On envoie où? Dans master. On va comparer les branches, on va la documenter. Donc ajout d'une page de détail d'un blog post, mise à jour de la page des blog posts et mise à jour de la page d'accueil. Je pense qu'on est pas mal. Tac, tac, tac. On va se la signer et on va soumettre la merge request. On va l'approuver et comme d'habitude, on va lui dire eh bien, que tu peux merger à partir du moment où la pipeline aboutit. Donc on va se faire ça. On va aller se mettre sur les pipelines pour pouvoir la checker, voir où est-ce qu'elle en est. On va l'ouvrir directement, ça sera encore plus visuel. Et pendant ce temps, on va pouvoir mettre à jour notre Trello en disant que cette carte est terminée et en la liant comme toujours à notre merge request. Hop. Et c'était donc ajout de la page détail d'un blog post. Parfait. Notre carte est OK. On va pouvoir s'attaquer à la suite qui est envoyer un message au peintre. Et là, vous allez voir que ça va être un peu plus intéressant, même si c'était intéressant pour les deux. Mais ici, on va mettre en place plusieurs nouvelles petites choses super intéressantes. C'est vraiment, je pense, la partie la plus intéressante de cette vidéo.
Donc on va y passer un petit peu plus de temps, vous allez voir, mais on va faire des trucs sympas et je vais vous proposer une approche particulière. Donc en fait, en gros, hein, vous avez compris, l'idée c'est de s'occuper de cette page-là, me contacter, donc là, une page classique de contact. Et vous allez voir que ce qu'on aurait pu faire, qu'on fait traditionnellement, c'est on fait un petit formulaire, quand on le soumet, ça envoie un mail tout de suite. Là, on va légèrement changer l'approche. On va d'abord stocker le message dans la base de données et on va faire en sorte que l'envoi du mail puisse être différé, c'est-à-dire pas forcément en temps réel. Ça a deux avantages de mon point de vue. Le premier, c'est que ça n'oblige pas le visiteur à attendre, même si c'est très rapide, le temps que notre site contacte le serveur d'envoi de mail. Qui peut être, je ne sais pas, Sendinblue, etc., SendGrid ou d'autres fournisseurs d'envoi de mail. Ça va le stocker dans sa propre base de données, donc ça va être assez rapide. Et surtout, on peut programmer l'envoi de mail toutes les 1 minute ou 5 minutes ou quand on veut. Et ça permet comme ça de différer ça et de ne pas le faire au moment où l'utilisateur soumet le formulaire. Et ce qui est aussi intéressant avec cette approche-là, c'est que si au moment où l'utilisateur souhaite faire cette manip-là et que pour une raison X ou Y, l'envoi de mail échoue, et bien là au moins la data sera stockée dans une base de données et ça nous permettra d'y accéder à un autre moment. Donc ça a double avantage de faire comme ça. Ça a par contre un autre inconvénient sur lequel on reviendra probablement plus tard, c'est que comme on va stocker un nom, un mail, un message dans une base de données, il faudra qu'on recueille le consentement de l'utilisateur, donc avec la question RGPD. Mais on se posera toutes ces questions-là plus tard dans le projet, parce que ça fait partie des choses qu'il va falloir qu'on se pose, des questions qu'il va falloir qu'on se pose, notamment parce qu'on va recueillir des commentaires, notamment parce que là, on va récupérer un nom, prénom, email, et que à partir du moment où on va stocker ces informations-là, eh bien, il faut qu'on s'inquiète de qu'est-ce que dit la loi à ce sujet-là. Alors, notre pipeline est abouti, donc en toute logique, la merge request, eh bien, vous voyez, toute seule, elle s'est mergée, elle a été mergée puisque ça a bien abouti. Donc, comme d'habitude ici en local, on va faire un petit git checkout master pour revenir sur master, parfait. Un petit git pull pour récupérer la dernière version de master, celle avec tous les changements qu'on vient de faire, parfait. Et un petit nettoyage, donc c'était détail actu, impeccable, parfait. Allez, on s'occupe de cette fameuse carte d'envoi de mail. Et là, eh bien, on a des trucs super cool à faire. La première chose qu'on va faire, et ça ne va pas vous surprendre, on va se créer une fameuse petite branche. Je pense que je vais sampler cette phrase que je répète sans cesse, mais elle est quand même super intéressante. Et donc là, la feature, c'est la page de contact, on va l'appeler comme ça. On ne va pas s'embêter. Voilà, feature, page, contact. Super. On va se créer un contrôleur qui sera /contact, qui va nous permettre bien de créer notre route vers notre formulaire. Donc on va faire un petit Symfony console make controller. Alors si je mets un point virgule, je suis à peu près certain que ça va pas vouloir fonctionner. Voilà. Comment est-ce qu'on va appeler ce contrôleur? On va pas chercher midi à 14h, on va l'appeler contact, tout simplement. Et il nous l'a bien créé. Ce qu'on va se faire aussi tout de suite, c'est qu'on va se créer donc la fameuse base de données, la fameuse table, la fameuse entité qui va stocker ces messages-là. Donc là, on va la créer, on va le faire ensemble. Allez, c'est parti. Donc on va faire un Symfony console make entity. Voilà. Et comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler contact, tout simplement. On va pas se prendre la tête non plus, on va l'appeler contact. Et on va mettre un certain nombre de champs. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir mettre dans cette base de données? Déjà, on va vouloir que la personne qui souhaite envoyer un message laisse un nom, par exemple, un nom, prénom, mais on va dire un nom. Donc on va demander un nom qui sera un string de type 255 et qui ne pourra pas être nul. Il faut qu'on ait le nom de la personne. C'est très important. Ensuite, deuxième champ, on va vouloir récolter évidemment l'adresse email. Donc on va mettre un champ email. Type string aussi, 255, et qui ne peut pas être nul.
Ensuite, il nous faut évidemment le message. Donc on va l'appeler message, c'est-à-dire le message que souhaite envoyer le visiteur. Donc on va stocker ça dans un champ message. Cette fois-ci qui sera de type texte, parce que le string, ça va être limité à 255 caractères. Donc alors à moins qu'on soit sur Twitter, ça risque d'être un petit peu limité pour envoyer des messages au peintre. Donc on va appeler ça texte. Est-ce que ça peut être nul? Bien non, ça ne peut pas être nul. Est-ce qu'on a d'autres choses à faire? Oui. On va vouloir, comme vous avez peut-être compris dans ce que je vous expliquais juste avant, on va différer le moment de l'envoi. Donc on va vouloir aussi savoir à quel moment a été créé ce message. Donc là, on va faire une exception puisqu'on nomme tout en français. Là, on va simplement lui dire qu'on veut un champ created at. De cette façon, automatiquement, Symfony nous dit « Ok, je pense que tu souhaites stocker du datetime. » Et effectivement, c'est bien du datetime. Est-ce que ça peut être nul? Non, ça ne peut pas être nul. Et là, on pourrait se dire « Bon, ok, est-ce que c'est terminé ?» Alors, c'est pas terminé, mais là, je prends un petit peu d'avance. Parce que, en fait, ce que l'on va souhaiter faire, c'est stocker ce message dans la base de données dans l'attente qu'il soit effectivement envoyé par mail. Donc, il va falloir que l'on stocke l'état du message. À savoir, est-ce qu'il est envoyé, oui ou non. Donc, moi, je vous propose qu'on rajoute un petit champ qu'on va appeler isSend. De cette façon, eh bien, si ce champ-là est à true, on sait qu'il a été envoyé. Et s'il n'est pas à true, eh bien, il faut qu'on envoie le mail. Donc là, d'ailleurs, automatiquement, à partir du moment où on commence le nom d'un champ par is, automatiquement, Symfony détecte qu'on souhaite probablement utiliser un champ de type booléen. Donc on va laisser booléen. Est-ce que ce champ peut être nul en base de données? Non, il ne peut pas être nul. Est-ce qu'on a d'autres champs à ajouter? Non, on n'a pas d'autres champs à ajouter pour le moment. On verra peut-être à l'usage si on a d'autres choses à faire, mais pour le moment, on n'a pas d'autres champs à ajouter. Donc on va fabriquer la migration en faisant Symfony console make migration. Migration, parfait. Voilà. Et ensuite, évidemment, eh bien, il faut qu'on applique ça réellement à notre base de données. Donc on va faire un doctrine migration migrate. De cette façon, le fichier de migration qui a été préparé va réellement être envoyé dans la base de données. Donc on envoie ça dans la base de données. Alors là, il nous dit attention, est-ce que vous êtes OK? On va répondre yes. Comme ça, on applique réellement les changements dans la base de données. Parfait. Et maintenant, on peut aller regarder un petit peu tout ce que ça nous a généré dans le code. Parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut regarder. La première chose, c'est le template qui a été créé, qui est une page, tout ce qu'il y a de plus basique. D'ailleurs, on va regarder aussi le contrôleur. Hop, le contrôleur contact, qui nous dit qu'il y a bien une route qui s'appelle /contact qui existe. Et de cette façon, on peut d'ores et déjà, si on va ici sur /contact, on voit bien qu'effectivement, la route existe, le contrôleur existe bien, donc c'est ici qu'on va mettre en place notre fameux formulaire de contact. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de formulaire, eh bien, il est peut-être temps de créer notre formulaire de contact. Et pour ça, on va encore une fois utiliser le maker de Symfony, puisque ça nous fait gagner vraiment beaucoup de temps. Donc on va faire un Symfony console make form pour lui dire qu'on veut créer un formulaire. On va donner un nom à ce formulaire, donc on va l'appeler contact. Hop, type, contact type. Moi je mets toujours comme ça le nom des formulaires, je finis par type. Je me sers toujours de l'exemple qui est donné avant. Eux, ils ont mis ça. Effectivement, j'ai pris cette habitude-là. Comme ça, je m'y retrouve bien dans mon utilisation. Donc, on va appeler contact type. Il nous demande à partir de quelle entité est-ce qu'il doit fabriquer ce formulaire. Bien, on vient de la créer. C'est contact. Et c'est bon. Il vient de nous créer automatiquement le formulaire. Alors, ceci dit, on va aller quand même un petit peu le modifier. Parce qu'il ne répond pas exactement à nos attentes. On va un petit peu le customiser. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce que l'on va faire sur ce formulaire pour l'adapter, on va dire, au mieux à nos besoins. Donc ce formulaire se trouve dans src form et le fichier contacttype.php. Et là, il a repris automatiquement tous les champs qu'on avait créés dans l'entité. Or, le champ created at et isSend, on ne va pas demander à ce que ce soit quelque chose auquel on ait accès dans le formulaire. On va gérer ça à un autre endroit. Donc on va supprimer ces champs-là, il n'y a pas besoin qu'ils soient là. Par contre, on va rajouter
ici un bouton envoyer, comme ça au moins on n'aura pas besoin de le faire ailleurs, il sera directement embarqué dans notre formulaire. Et donc pour ça, on lui rajoute un champ envoyé de type submit type et on met bien le classe. Parfait. Ensuite, on va essayer d'être un petit peu plus explicite sur nos autres champs. Donc le champ nom, ça va être un champ de type text type. Voilà, classe. Le champ email. Alors ça, c'est intéressant parce que ça permet comme ça que les données soient vérifiées, les types, la façon dont ils sont saisis soient vérifiés, notamment là le email type. Ça permet de vérifier que l'information qui est saisie a bien un arrobase, etc., etc. Donc ça nous permet automatiquement de vérifier que la donnée saisie est bien valide, on va dire. En tout cas au niveau de la syntaxe. Et le message, ça sera un texte area type. Voilà. Hop, classe. Donc là, on a préparé notre formulaire. C'est parfait. Maintenant, il nous faut donc évidemment utiliser ce formulaire. Parce que là, il existe, mais on ne l'utilise à aucun moment. Donc, on va aller s'occuper un petit peu de tout ça. Je vais fermer un peu, histoire qu'on y voie un peu mieux. Et c'est parfait. Alors, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va aller dans notre contrôleur contact. Et c'est dans cet endroit-là que l'on va gérer notre fameux formulaire. Donc là, je vais aller copier un petit bout de code pour que vous puissiez comprendre ce que je vous dis. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Déjà, on va vouloir, ici, on va vouloir créer un nouveau contact. Donc, on va faire une variable qu'on va appeler contact. On va appeler ça new contact. Donc, de cette façon, on crée automatiquement un objet de type contact. Deuxième chose, on va vouloir créer un formulaire. Et ce formulaire, il faut lui expliquer d'où il provient. Donc, pour ça, on va utiliser this create form. Voilà. Et il faut lui dire de quel type de formulaire on a besoin. C'est contact type. Parfait. Classe. Et lui, ce qui lui intéresse, c'est lui dire, et tu me passes quel objet? En tout cas, je lis ce formulaire à quel objet? L'objet qu'on a créé juste avant, qui est l'objet contact. Jusque-là, on est pas mal. Ensuite, on a besoin que le formulaire aille vérifier si on ne lui passe pas des choses dans la requête. Donc pour ça, il faut que dans la signature de la fonction, on ait bien accès à la request qu'on va stocker dans request. Jusque-là, tout va bien. Et vous allez voir qu'ici, si je fais un $form, et que je lui fais le handle request, pour lui dire tu vas t'intéresser à ce qu'il y a dans la request, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui te concerne pour toi, petit formulaire. Donc comme ça, en ayant fait ces trois petites lignes, on a créé un contact, créé un formulaire, et on va demander au formulaire d'aller regarder si dans la requête, c'est-à-dire ce qu'on lui envoie au moment où on charge la page, s'il n'y a pas quelque chose qui le concerne. Parfait. Ensuite, il faut venir tester pour savoir si est-ce que c'est la première fois qu'on charge la page et il n'y a rien à traiter, c'est-à-dire juste tu vas m'afficher le formulaire, ou est-ce qu'il y a de la donnée qui t'a été envoyée, auquel cas il va falloir traiter cette donnée. Donc là, on va utiliser ce qui est dans notre formulaire et qui s'appelle isSubmit. Ça permet comme ça de tester sur est-ce que le formulaire est soumis. Et on va tester également autre chose, on va lui demander $form. C'est is valid, c'est-à-dire est-ce qu'il est soumis et est-ce qu'il est valide. Autrement dit, en l'occurrence, ce qui est caché derrière, c'est est-ce qu'il y a bien un token CSRF qui est conforme. Donc là, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, vous pouvez aller regarder la documentation de Symfony sur les formulaires, mais en gros, ça va vous ajouter une couche de sécurité qui permet d'avoir des formulaires qui soient beaucoup plus fiables et sécurisés. Donc là, on va faire un contact égal, et on va aller chercher ça dans le formulaire. Form égale get data. De cette façon, on va remplir le contact avec ce qui provient des données qui ont été soumises dans le formulaire. Parfait. Et ensuite, ce qu'on pourrait faire là, on pourrait s'arrêter là déjà pour voir ce qui se passe quand on récupère pas le form, mais je vais faire un die and dump de contact. On va déjà regarder tout ça, si ça fonctionne. Donc ça, en gros, là, ce que j'ai écrit,
c'est quand on va soumettre un formulaire, on va faire un die and dump de contact pour voir ce qu'il y a dedans. Ceci dit, on n'a pas complètement fini, parce que là, vous allez voir, si je vais ici, il ne va pas se passer grand-chose, parce qu'il n'y a pas de formulaire à traiter. Et c'est normal, puisqu'on n'envoie pas de formulaire à notre vue. Donc on va envoyer le formulaire ici à la vue. Donc on va changer le truc par défaut, forme, et on va envoyer le formulaire à la vue. Et comment est-ce qu'on envoie un formulaire à la vue? Simplement on utilise form et la petite méthode createView, qui permet comme ça d'envoyer juste ce qu'il faut à la vue Twig. Et d'ailleurs, on va aller s'occuper de la fameuse vue Twig. Donc là, je ne vais pas le faire avec vous. Je vais la copier-coller pour gagner un petit peu de temps, parce que c'est pas forcément la partie Twig, c'est pas forcément la partie la plus intéressante, entre guillemets. Donc on va aller ici, hop, contact, il est là. Je pense que je vais l'écraser. Voilà. Et impeccable. Et donc là, regardez, si j'actualise, logiquement, parfait, on a bien un formulaire qui est affiché. Alors comment est-ce que ça fonctionne dans la vue Twig? Eh bien j'utilise ce qui est fourni automatiquement avec Twig, c'est form start, et je lui dis tu vas démarrer un formulaire. Lequel formulaire? Bien form, rappelez-vous form, c'est ce qu'on lui passe ici. Et ensuite pour chacun des champs, je récupère le label du champ et le widget, c'est-à-dire vraiment la partie de saisie. Et je fais ça pour tous les champs, et ici on met le bouton envoyer et on dit que c'est la fin du formulaire. Alors par contre, il y a un petit souci, c'est que le style n'est pas super sympa. Donc on pourrait il y a plusieurs choix possibles, soit on pourrait champ par champ venir donner le style qui va bien, soit on peut, et c'est ce qu'on va faire, utiliser form bootstrap. On va aller chercher ça sur la documentation de Symfony. Alors le thème qu'on utilise, c'est du Bootstrap 5, mais par expérience, ce petit bout de doc fonctionne bien. Même si c'est du Bootstrap 4 pour le moment. Je pense que sur la partie formulaire de Bootstrap, ça n'a pas trop évolué, donc ça va fonctionner. Donc on récupère juste cette petite ligne-là qui nous permet d'aller paramétrer Twig de façon globale pour lui dire tu vas styliser les thèmes avec le thème, les styles de Bootstrap. Donc on va aller tout de suite modifier ce petit fichier de paramètres dans config, package et le fichier twig.yml. Et on va simplement rajouter cette petite ligne. Et si je réactualise ma page, vous allez voir que automatiquement, il a mis le style Bootstrap automatiquement sur le formulaire. Donc là, on va pouvoir faire un essai. Et rappelez-vous, on a mis en place dans le contrôleur un petit die and dump. Donc lorsqu'on va soumettre le formulaire, on devrait voir un petit dump de contact et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va aller voir ça tout de suite. Si je retrouve mon Google Chrome, parfait. Donc le nom, ça sera test, l'adresse mail, ça sera test@test.com et le message, ça sera test. Et je fais envoyer. Et là, ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on récupère bien le dump de notre contact. Alors on récupère bien le champ nom, on récupère bien le champ email, le champ message, mais rappelez-vous, on voulait aussi avoir le champ created at et is send. Donc on va s'occuper maintenant de ces deux champs-là et on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'il faut qu'on s'intéresse en fait à ces deux champs-là. Donc on pourrait les remplir, on pourrait évidemment venir ici, voilà, et dire $contact et faire cette is send par exemple. Oui, c'est ça, $contact, set created. Pourquoi il ne me le propose pas? Il n'a pas compris. On pourrait faire ça sans problème, en mettant ici la date, etc. etc. Mais c'est pas hyper propre, entre guillemets, parce que du coup, on va écrire beaucoup de texte dans le contrôleur, et l'idée, c'est quand même que les contrôleurs restent le plus, entre guillemets, minimaliste possible. Donc, on va se créer un petit service. Et ce service va contenir la logique qui permet de faire persister notre contact dans la base de données. Et au passage, on viendra remplir le champ date de création et isSend, on le mettra à false puisque par défaut, il n'est pas envoyé. Donc pour ça,
on va tout simplement dans le répertoire SRC se créer un petit répertoire qu'on va appeler service, tout simplement. Hop, service. Voilà. Et dans service, on va créer ce fameux service. Alors là, vous commencez à connaître un petit peu mon habitude. Je vais le copier-coller pour vous l'expliquer. Donc là, je crée un service qui s'appelle contactservice.php. Et alors, vous occupez pas de cette partie-là, on verra ça plus tard. D'ailleurs, je vais la supprimer, puis on ira la rajouter quand on en aura besoin. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je crée un contact service. Dans le constructeur de ce service, je vais chercher la Entity Manager Interface. L'Entity Manager Interface, elle permet de faire persister les données dans la base de données. Donc ça, on le fait dans le constructeur et on le met dans la variable Manager. Et ensuite, je veux aussi envoyer un petit message flash à la personne qui soumet le commentaire. Et donc pour ça, il faut utiliser la flashbag interface. Et ça va nous permettre d'envoyer un petit message de confirmation pour dire votre message a bien été envoyé. Et on crée une fonction qui s'appelle persist contact. Elle s'attend à quoi ? Qu'on lui passe un objet de type contact. Et elle ne retournera rien du tout. Et qu'est-ce qu'on fait ? Bien, vous voyez, on fait ce qu'on avait voulu faire initialement dans le contrôleur. On va faire set isSend, on le met à false parce que par défaut, le contact, le message n'est pas envoyé. Et on lui dit que la date de création, c'est maintenant. Ensuite, on fait persister et on flush. Et enfin, on envoie un petit message de type success et qui contient le petit message tout simple, c'est votre message est bien envoyé, merci. D'ailleurs, au passage, ce petit message-là, il est affiché comment ? Il est affiché parce que dans la partie Twig, j'ai mis une petite partie de code qui est ici et qui lui dit tu vas vérifier que dans app.flash, dans les parties de message success, eh bien, si tu as quelque chose, tu me le mets dans message. Et pour chacun de ces messages, tu vas mettre une petite alerte, alors ça c'est du Bootstrap, et tu vas afficher le fameux message. Donc de cette façon, dès qu'on soumet, hop, le app.flash se remplit avec le message en question et la vue Twig l'affiche. Donc ça permet simplement comme ça d'afficher, de transmettre un petit message à l'utilisateur, tout simplement. Donc notre service est créé, c'est bien beau, maintenant il faut qu'on l'utilise évidemment dans notre contrôleur. Dans notre contrôleur, contact contrôleur. Donc pour ça, on va dans la signature de notre fonction, on va appeler le contact service qu'on va stocker dans contact service, tout simplement. Hein. Hop, parfait. Et il ne nous reste plus qu'à l'utiliser, eh bien, ici. Hop. Donc on va faire hop, contact service. On avait créé la fonction, rappelez-vous, qui s'appelait persist contact, qui avait besoin qu'on lui passe, rappelez-vous, un objet de type contact. Et nous, il s'avère que c'est bien ce qu'on a ici dans la variable contact. Et c'est parfait. De cette façon, automatiquement, là, quand on écrit cette petite ligne, eh bien, on va en même temps exécuter toute cette logique. Donc, ça permet de déporter la logique dans un service. Et puis, si on a besoin de faire persister un contact ailleurs que dans ce contrôleur-là, il nous suffira juste d'utiliser ce petit service. Et enfin, quand on est dans la version, eh bien, je viens de soumettre un formulaire, il faut quand même qu'on retourne une vue Twig, parce que sinon, là, il ne va rien se passer. Donc, on va faire un return this. Et là, on va faire un redirect to route pour lui dire, quand tu as soumis le formulaire, tu te rediriges vers la route, laquelle ? La route contact. Tout simplement. Et regardez ce qui se passe. Si on va ici qu'on réactualise, donc il va nous dire, est-ce que vous voulez renvoyer le formulaire ? On va dire oui. Et automatiquement, hop, on retourne sur la page et on a notre fameux petit message de confirmation. Votre message est bien envoyé. On peut refaire un essai, test 2, hop, @test.com et on va mettre un message un peu plus long. Moi j'ai un petit générateur de lorem ipsum ici, many word, parfait, envoyé. Et là c'est tout bon, on sait que ces données-là sont stockées en base de données. D'ailleurs, on peut aller jeter un petit coup d'œil dans la base de données. Donc rappelez-vous, dans notre contexte, la base de données, elle est en Docker. Donc là, il faut juste qu'on la retrouve dans ma longue liste de choses qui tournent sous Docker.
Ça va être laquelle? Hop. Parce que là, j'en ai vraiment une sacrée tripotée. Il va falloir d'ailleurs qu'un de ces quatre, je fasse un peu de ménage dans tout ça. C'est là. Voilà, MySQL. Donc, on va rentrer dans le conteneur. Donc là, c'est comme si je me connectais sur un serveur, par exemple, en SSH, ou comme si j'étais sur ma machine. Et donc là, je vais vouloir lui dire, je veux utiliser MySQL avec un mot de passe. Par défaut, MySQL. Le mot de passe, c'était password. C'est ce qu'on avait mis dans notre configuration Docker, le fameux fichier docker-compose.yml pour ceux qui ont suivi tous les épisodes. Donc là, je suis connecté dans ma base de données et je lui dis que je veux utiliser la base de données qui est main. Voilà, de cette façon, je suis connecté à mon gestionnaire de base de données et je lui dis j'utilise la base de données main. Et maintenant, on va faire un select all. Donc je veux voir tous les enregistrements from quelle base de données? La base de données contact. Et je mets point virgule. Et si j'actualise, eh bien, bon là, ça fait un affichage complètement bizarre parce qu'on a écrit du long texte, mais on voit bien qu'on a bien deux messages. Le message ici, test.com, et le message, le deuxième ici, test2 et test2@test.com. Voilà. Donc là, l'affichage n'est pas forcément super joli, mais c'est pas ce qui nous intéresse. On voulait simplement comme ça vérifier qu'on avait bien en base de données nos éléments. Donc là, on a fait la moitié du chemin. Puisque là, maintenant, ça y est, ok, on a bien stocké nos données dans la base de données. Super. Maintenant, on veut les envoyer à un moment qu'on va choisir. Donc pour ça, on va se créer une petite commande qu'on exécutera en ligne de commande. Et l'intérêt, c'est que sur le serveur sur lequel on mettra en production l'application, eh bien on viendra exécuter régulièrement ce script, je pense toutes les minutes ou toutes les 5 minutes, je pense que c'est largement suffisant, hein, même à mon avis, une fois par heure serait largement suffisant, je verrai peut-être ça avec le client. On fera en sorte que ce script s'exécute comme ça de manière régulière et il va venir checker tous les mails, tous les contacts en attente dans la base de données et il va les envoyer les uns à la suite des autres. Et il va mettre à jour le champ isSend et il va mettre à true. De cette façon, eh bien, la prochaine fois qu'on réexécute le script, il ne va pas réenvoyer les mêmes messages. Alors, comment est-ce qu'on crée une commande? Eh bien, simplement, dans le répertoire SRC, on va se créer un nouveau répertoire. Hop, nouveau répertoire que l'on va appeler commande, tout simplement. Et là, comme d'habitude, je vais copier-coller le fichier que j'ai préparé et on va le commenter ensemble. Donc là, j'ai créé une petite commande qui s'appelle send contact commande. Pour que ça fonctionne, il faut que la classe send contact commande extend commande. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quand on étend commande, on doit avoir un certain nombre de choses et notamment une fonction execute. Donc, on a bien une fonction execute ici qui va contenir toute notre logique associée à notre commande. Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on va utiliser un certain nombre dans le constructeur, on va utiliser un certain nombre de choses. Notamment, on va utiliser le contact repository pour récupérer tous les contacts qui sont en attente d'envoi. On va utiliser évidemment la mailer interface qui va nous permettre d'envoyer le mail. Jusque-là, il n'y a pas beaucoup de surprises. On va utiliser le contact service puisqu'on va mettre à jour notre service pour lui rajouter la fonction pour faire changer, pour mettre à jour la partie isSend. Donc on va écrire un petit bout de quelque chose pour mettre à jour ça et faire persister cette nouvelle donnée en base de données. Et enfin, on a aussi le user repository, puisque pour ça, pour envoyer les messages, il faut bien qu'on l'envoie au peintre. Et donc, grâce au user repository, on va pouvoir récupérer l'adresse mail du peintre qui va utiliser la plateforme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici sur notre contact service et on va écrire la logique qui va mettre à jour la partie isSend. Et d'ailleurs, c'était la partie que j'ai supprimée tout à l'heure. Donc, je reviens en arrière, comme ça je vous la montre. Donc là, on crée simplement une petite fonction isSend qui s'attend toujours à ce qu'on lui passe un contact.
qui va ne rien retourner. Là, c'est simple, hein, on lui dit contact, eh bien tu sets le isInt à true et tu fais persister ça en base de données. Et c'est tout. L'avantage avec ça, c'est que dans notre commande, on n'a pas besoin d'aller écrire toute cette logique qui va mettre à jour le champ, faire persister ça en base de données, flusher la base de données. Ça, c'est dans le service que c'est géré entre guillemets. Et donc, eh bien, dans notre petite fonction execute. Alors déjà, première chose, comment est-ce qu'on va savoir quelle commande il va falloir qu'on tape dans notre ligne de commande? Eh bien simplement, quand on étend la fonction commande ici, il faut qu'on utilise une variable qui s'appelle default name. Et là, vous voyez, c'est app2.send-contact. Eh bien ça, c'est précisément ce qu'il faudra taper dans la ligne de commande après Symfony console. On tapera app2.send-contact. Et à partir du moment où on va taper cette ligne de commande, eh bien tout ce qui est dans notre logique ici va être exécuté. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans notre logique? La première chose, c'est qu'on récupère, qu'on fait passer le contact en attente d'envoi. On lui dit, toi, tu vas passer à toSend. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Pardon, je vous dis n'importe quoi, mais je vous dis n'importe quoi. Si on était en direct, vous pourriez me dire, Johan, tu dis n'importe quoi. Là, en fait, dans toSend, on va récupérer la liste de tous les messages qui sont en attente d'envoi. Comment est-ce qu'on fait ça? On va dans le contact repository, on fait un find by et on lui dit tu me récupères tous ceux qui sont en statut isSent à false. De cette façon, dans toSend, on aura un tableau de tous les messages en attente d'envoi. Ensuite, on veut récupérer l'adresse du peintre. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une adresse qui est de ce type-là, adresse qui est là, vous voyez. Donc, on va créer ça et comment est-ce qu'on fait? On récupère dans le user repository, rappelez-vous, je vais vous le montrer, dans le repository user, on avait créé une petite fonction qui s'appelait getPeintre et qui permettait de récupérer le peintre, puisque dans notre logique, il n'y a qu'un seul peintre qui exploite la plateforme. Donc, dans ma petite commande, ici, je récupère le peintre et je récupère son adresse mail. Et je récupère aussi son nom et son prénom. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, rappelez-vous, dans ce fameux tableau toSend, on a un tableau de messages à envoyer. Eh bien, je vais faire simplement une boucle là-dessus. Et pour chacun de ces messages, je vais créer un email avec le destinataire qui sera ni plus ni moins, l'expéditeur, ni plus ni moins que l'adresse mail de la personne qui a saisi le message, donc le visiteur. On l'envoie qui? On l'envoie à l'adresse ici qui est le peintre. Le sujet, c'est nouveau message 2 et on récupère le nom du visiteur qu'il aura laissé dans le champ nom. Et enfin, on envoie tout simplement le contenu du message. Et ensuite, on envoie ça en utilisant Mailer et on lui dit tu m'envoies l'email. Alors, certains vont probablement se dire mais est-ce qu'on n'aurait pas pu externaliser cette logique-là ailleurs? Oui, on aurait pu le faire, mais je pense que là, on n'écrit pas trop de choses, donc on peut se permettre de le laisser dans la commande, mais c'est vrai qu'on aurait pu écrire un service qui est dédié à l'envoi de mail, on aurait pu faire ça. Peut-être qu'on le fera plus tard dans le projet si on se rend compte qu'on a besoin encore à d'autres endroits de faire une logique assez similaire. Et enfin, on utilise notre fameux contact service et on lui dit du coup, ça y est, c'est bon, c'est bien envoyé. Donc je veux que tu me mettes à jour le champ isSend de ce message. Et enfin, on dit à la commande, c'est bon, tu peux retourner que je suis success. Et en faisant ça, quand on va exécuter cette commande, on va récupérer en base de données tous les messages en attente, on les envoie et on met à jour le champ qui permet de signifier que c'est bon, il a bien été envoyé, ce qui permet qu'il ne sera pas envoyé une nouvelle fois. Donc on va tester ça en vrai. Rappelez-vous, comme on utilise Docker, on a accès directement ici dans la debug bar à notre webmail. On peut faire open et de cette façon, on a notre petit, je vais zoomer un petit peu, notre petit webmail qui pour le moment n'a reçu aucun message. Et donc là, rappelez-vous, on a envoyé, je crois, 2 messages de test. Donc on va voir si quand on exécute notre commande, est-ce que oui ou non, ils arrivent bien dans notre boîte mail. Donc on va se mettre dans la ligne de commande ici.
Et c'était app deux points. Alors c'était comment est-ce qu'on l'avait appelé? On avait dit que c'était send-contact. Donc on va faire send-contact. Et logiquement, quand je vais appuyer sur la touche entrée, eh bien, ça va checker les messages en base de données et les envoyer si nécessaire. Allez, on lance la commande. Pas de message d'erreur, parfait. Allons voir tout de suite dans notre fameux webmail. Et là, magie, regardez, il y a bien 2 messages. Les messages ont bien été envoyés. Donc maintenant, l'autre test qu'il faut faire, c'est de réexécuter une deuxième fois la commande. Et est-ce qu'on va à nouveau recevoir les messages? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vider la boîte mail. Comme ça, au moins, on est sûr et certain qu'il n'y a pas de problème. Je réexécute la commande. Est-ce que je reçois des messages? Ben non, j'ai pas de message. Il n'y a rien du tout. Allez, on va faire un autre test. On va faire un troisième test. Test 3, test3@test.com et test 3. J'envoie le message. Le message, évidemment, n'arrive pas dans la boîte mail. Rappelez-vous, c'est parce qu'il faut exécuter cette ligne de commande. Donc là, je le fais manuellement, mais il faut imaginer que sur le serveur, on aura programmé que ce script s'exécute automatiquement tout seul de manière régulière. Donc là, si j'exécute le script, on devrait ne recevoir que le message de test 3. Et c'est parfait. On a bien reçu le troisième message de test 3. Donc, parfait. Notre système fonctionne. Alors, maintenant, il ne faudra pas qu'on oublie, au moment de la mise en production, d'utiliser cette fameuse commande pour que les mails soient effectivement envoyés. Donc pour ça, on va quand même mettre une petite note dans notre README, ici, pour qu'on se souvienne bien que, eh bien, il faut qu'on exécute cette commande, en tout cas qu'on mette en place ce qu'on appelle un cron dans notre serveur pour la partie production, pour être certain que bien, ce fichier s'exécutera régulièrement. Donc là, j'ai préparé évidemment la petite mise à jour. Donc on rajoute une partie qui s'appelle production, une sous-partie envoi des mails de contact, et donc les mails de prise de contact sont stockés en BDD. Pour les envoyer au peintre par mail, il faut mettre en place un cron sur, et puis hop, je mets la commande qu'il faudra mettre en exécution. On enregistre tout ça. Alors avant de faire notre petit commit, vu qu'on a écrit pas mal de PHP, on va s'assurer qu'on n'a pas de soucis avec PHP-CS. Bon, sinon, c'est la pipeline d'intégration continue qui va nous le dire, mais tant qu'à faire, on peut vérifier avant. Est-ce qu'il nous dit quelque chose? Oui, par exemple ici, on n'a pas rajouté une ligne vide à la fin, qui fait partie de ce que PHP-CS attend, donc on va corriger ça tout de suite. Parfait. On a fait quoi? On s'est créé un service ici aussi, donc on va aller le checker. Est-ce qu'il a un souci? Pareil, on avait oublié la ligne vide à la fin, donc on va fixer ça. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a mis à jour le contrôleur, on va passer un petit hop ici comme ça, ça a l'air d'être correct. Le formulaire, on pourrait venir checker un petit peu le formulaire. Est-ce qu'on a un souci? Non, a priori on est conforme. Dans tous les cas, notre pipeline d'intégration, elle va être là pour être un petit peu notre ange gardien, pour s'assurer qu'on respecte bien les bonnes pratiques. Donc on va faire le commit. Donc celui-ci, il est un petit peu plus touffu, entre guillemets, que les autres. Donc on va rajouter tout ça. Et on va appeler ça comment? Création de la création page de contact plus commande envoi de mail de contact. Est-ce que ça va passer? Non, c'est un peu long. Envoi de mail, parfait. On commit et on publie notre fameuse branche. Publier la branche sur notre dépôt GitLab. Comme d'habitude, hop, on va sur notre GitLab, on vient s'assurer que la pipeline s'est bien lancée. C'est bien le cas, donc on est pas mal. On va pouvoir aller sur Trello et dire que cette carte, elle est terminée. Il faut qu'on la lie à une merge request. Donc, eh bien, ça y est, cette fois-ci, j'ai même plus besoin de parler. On fait new merge request. On sélecte notre branche source qui est feature page contact. On l'envoie où? Dans master. On va comparer les branches, mais bon, nous on sait ce qu'on a fait. Allez, on en profite ici, hop, pour être un peu plus explicite. Donc, création
entité contact. Création du form contact type. Création d'un service contact et création d'une commande d'envoi des mails. Décidément, je ne sais plus écrire, c'est terrible. C'est terrible. Création, c'est incroyable, hein, création d'une commande d'envoi des mails de contact. Voilà, on est pas mal. Je me la signe et on va soumettre la merge request. On va la valider évidemment et on va lui dire que, eh bien, elle pourra être mergée uniquement si la pipeline aboutit. Comme ça, on peut le laisser comme ça en tâche de fond. On n'a pas besoin de s'en inquiéter. Et vous voyez que si on va dans merge request, on voit bien qu'il y en a une qui est en attente. Oui, elle est là, elle est en attente parce que la pipeline est en cours d'exécution. Donc là, la pipeline, elle est là. Ah, vous avez vu, il y a un petit PHP-CS qui n'est pas passé. C'est dans quoi? Ah, on a une ligne ici dans Send Contact qui dépasse les 120 caractères. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on modifie ça tout de suite, je pense que c'est pas mal. Soit on se le fait la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on va se faire? J'avoue que là, la vidéo fait déjà plus d'1 heure. J'ai peur de vous perdre un peu si je le fais maintenant. Vous savez ce qu'on va se faire? On va se le noter dans notre petit Trello. On va se noter qu'il y a ça à corriger la prochaine fois. Donc, on va se créer une petite carte Trello pour le sprint suivant. On va mettre ça comme ça. Hop, juste une carte. Alors, on va essayer d'être un peu plus propre ici. On va mettre ça comme ça. On va faire fixe PHP CS. Il va bien qu'on pense à le faire la prochaine fois. Donc là, on récupère juste l'erreur en question. Pas besoin de tout ça. Donc on sait que c'est le fichier. Hop. Voilà, il y a un warning. Nous, c'est juste ça qui nous intéresse. Hop, un warning dans une ligne. La ligne 39. Hop. La ligne excède les 120 caractères. Elle en contient 183. Parfait. Donc on va mettre ça à moi. Doit être fait et on va se créer une nouvelle petite étiquette qui n'existe pas et on va l'appeler fixe et on va la mettre en rouge. Ah, le rouge était déjà utilisé. On va la mettre en violet. Est-ce que le violet était déjà utilisé? Oui, oh là là. Le bleu aussi. Bah, en gris. Hein, voilà, en gris. Comme ça, on sait que la prochaine fois, hop, j'ai pas affecté. Si, quand on met en gris, il veut pas. On va le mettre en bleu, tant pis, comme la technique. Après tout, c'est de la technique. Donc, on sait que la prochaine fois, il faudra qu'on fasse ce petit truc-là. On aura le détail, c'est pas très grave. Ça nous permet aussi, comme ça, la prochaine fois, de nous replonger un petit peu dans ce qu'on a fait précédemment. Logiquement, la merge request devrait quand même aboutir pour la simple et bonne raison que c'est simplement un warning. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose ici de bloquant, c'est simplement un warning, parce qu'on avait souhaité, juste, et après je ne rentrerai plus dans le détail, mais parce que dans notre pipeline d'intégration continue, nous avions simplement dit que pour la partie PHP-CS, on permettait que ça échoue. Donc si on avait mis ici false, eh bien ça aurait été un échec, on n'aurait pas pu aller plus loin. Mais bon, on n'avait pas voulu être trop strict, et la preuve aujourd'hui, ça nous sert bien. Donc il nous reste à faire quoi? Il nous reste ici simplement à lier notre merge request. Hop. Merge request. Je ne suis pas au bon endroit du tout. Qu'est-ce que je fais? Hop. GitLab. Merge request. Vidéo. Hop. Et c'est donc création, page de contact plus commande envoi de mail. Parfait.
et on est bon. Il nous faut juste, il ne faut pas qu'on oublie ici, qu'on rebascule sur la branche master, git checkout master, qu'on fasse un petit git pull pour récupérer la dernière version. Impeccable. Et qu'on fasse un petit nettoyage en faisant un git branche-d et on dit quelle branche on veut supprimer, feature slash page-contact. Et on est pas mal. Alors voilà, on est arrivé à la fin de cette longue vidéo, 1h10, c'est pas mal, mais il y en avait pas mal de petites choses à faire. Alors les deux premières tâches qu'on a fait qui étaient relativement simples, et puis la deuxième partie un peu plus intéressante, je pense, sur la partie envoi de mail et la petite ligne de commande qui permet d'envoyer les mails. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Les commentaires, c'est vraiment le cœur de la communauté. Ça me fait vraiment un plaisir incroyable de vous lire, de voir que vous échangez entre vous. Certains trouvent des solutions à d'autres, c'est assez incroyable. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, écoutez, vous pouvez vous abonner. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, chaque semaine, on va essayer de se faire ça sur les longues vidéos. On va se donner un petit code. Et puis, si vous avez tenu jusqu'au bout de la vidéo, vous pouvez mettre ce petit code dans les commentaires. Ça montrera que vous êtes des warriors. La semaine dernière, c'était warrior. Cette semaine, on va se dire quoi ? Cette semaine, on va dire que vous êtes des battants. Si vous êtes allé jusqu'à la fin de cette vidéo, vous êtes des vrais battants. Donc, mettez simplement le mot battant dans les commentaires. Puis on va voir comment vont réagir ceux qui ne sont pas restés jusqu'au bout. Ils vont certainement se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est très bizarre. Allez, je vous laisse tranquille. C'est samedi, vous avez tout un week-end pour vous reposer. Donc je vous laisse tranquille, je vous laisse vous reposer. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, fin de journée, début de nuit, fin de nuit. Bon courage aux insomniaques et je vous donne rendez-vous samedi prochain à 9h. Ciao!